Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. Dépourvue de moyens financiers plongée dans l'extrême embarras, Lorraine Ombumbwe, atteinte du VIH/SIDA, lance un cri de détresse à toute personne de bonne volonté pour lui venir en aide. Quel bilan global des assises de la première édition du Salon national de l'étudiant initié par le ministère de l'Enseignement supérieur? Vous aurez la réponse dans un instant. Le président français Emmanuel Macron rend un hommage inédit aux héros de la révolution haïtienne. Toulouse, l'ouverture, c'était à l'occasion du 75e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec ce cri de détresse de Lorraine Ombumbwe, atteinte du VIH/SIDA et dépourvue de moyens financiers. Elle est plongée aujourd'hui dans l'extrême embarras. Elle demande de l'aide à toute personne de bonne volonté. Jessica Ondjoa nous en dit plus. Des conditions de vie qui laissent à désirer. Elle est malade depuis plusieurs années. C'est dans un environnement précaire, sise derrière l'Assemblée, au quartier Beurout de Libreville, où vit la jeune Lorraine Ombumbwe, de nationalité gabonaise. Abandonnée à elle-même, une triste réalité des actions de solidarité demeurent les prières quotidiennes de la jeune dame. Il s'agit tout simplement d'une jeune sœur gabonaise qui est normalement séropositive et elle est en ce moment envahie par un tas de symptômes liés à son déficit immunitaire. Et donc du coup, actuellement, elle a perdu la mobilité de ses jambes. Donc les images parlent d'elle-même, elle n'a pas tout son traitement et surtout, elle n'a pas un apport nutritionnel conséquent qui peut faciliter son traitement. Âgée de 38 ans, sans emploi, aucun soutien, Lorraine demande de l'aide. J'ai besoin de beaucoup de choses, même à manger, boire de l'eau. J'ai besoin de lit, j'ai besoin de matelas. J'ai ma petite fille, l'autre est partie chez mon petit frère. L'autre, c'est moi qui le garde ici, là, c'est moi qui le garde. Elle est encore dans une phase où elle peut facilement retrouver sa santé si elle a un accompagnement. Et je pense que même entre nous-mêmes population, 200 000 francs, ça peut donner quelque chose. Elle a besoin de nourriture, elle a besoin de ses médicaments, elle a besoin d'un environnement sain. Un environnement insalubre, elle passe les jours et nuits à même le sol. Aucune sécurité qui pourrait évoquer un état de santé adapté. Un SOS est donc lancé à l'endroit des personnes de bonne moralité. On passe à présent à la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La célébration de cette journée vise à promouvoir et sensibiliser l'opinion internationale face aux questions de sécurité et de santé en milieu professionnel. Retrouvons une fois de plus le thème vocal de Jessica Ondjoa. Célébrer ce 28 avril à travers le monde, la journée de la sécurité et de la santé au travail a, c'est un épothème, un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. Ce sont des concepts vraiment plus qu'indispensables. Plus qu'indispensables parce que le travailleur qui est en toute sécurité, le travailleur qui a toute sa santé qui est bien contrôlée et bien suivie, je pense qu'il ne peut que donner le meilleur de lui-même dans son milieu de travail. Et si dans le meilleur de lui-même, c'est la chaîne de production qui augmente, c'est l'employeur qui gagne, lui aussi le travailleur gagne parce que certainement on aura fait plus de bénéfices. Commémoré depuis 2003 par l'OIT, c'est donc une occasion de sensibiliser afin d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé. Moi, je suis surpris d'apprendre ça par vous maintenant. Il n'y a aucune sensibilisation. Il n'y a aucune sensibilisation sur cette journée. Moi, en tant que technicien, je n'en connais rien. Je ne savais même pas qu'il y avait une telle journée. Mais quand cela ne tienne, la sécurité est très importante au travail. Si les gens mesuraient la portée de la sécurité et la santé au travail, ils comprendraient les moyens qu'il faut
y investir pour que vraiment nous puissions atteindre les objectifs qui sont recherchés sur ces aspects, c'est-à-dire les aspects d'accident zéro et maladie zéro en milieu du travail. On rappelle la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 2,78 millions de personnes meurent chaque année dans le monde en raison des accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui représenterait 7600 décès par jour. Retour sur la clôture hier de la première édition du Salon national de l'étudiant. Le taux emploi constitue l'une des solutions pour faire face au problème du chômage de jeunes. La question a également été abordée lors de ces retrouvailles. Aïcha Akoué de la rédaction de TV+ Afrique nous en parle. L'un des moyens de réduire le taux de chômage en créant de l'emploi pour soi et pour d'autres est l'entrepreneuriat. Après avoir traité des thèmes en rapport avec une bonne orientation depuis le début du Salon national de l'étudiant, l'entrepreneuriat a retenu l'attention ce 27 avril. Des modèles de réussite ont partagé leur parcours pour encourager les entrepreneurs de demain en leur donnant des pistes, comment trouver des idées dans leur environnement pour devenir entrepreneur. Tout part d'une vision. L'objectif, ce n'était pas pour travailler pour les autres, c'était pour ouvrir ma boîte. Ce salon a été une très bonne réussite. Une très bonne réussite parce que ça a permis de transmettre aux jeunes et aux futurs entrepreneurs notre envie. Souvent, la formation de base n'est pas en adéquation avec le choix de l'activité. J'ai un master en relations internationales. Mon premier emploi a été en communication. J'ai été responsable communication et responsable achat d'une structure. Et ensuite, j'ai dévié dans l'architecture d'intérieur et aujourd'hui dans l'agriculture et la pisciculture. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, le Salon national de l'étudiant, qui avait pour thème une bonne orientation pour un emploi sûr, était l'occasion d'entretenir les jeunes sur les opportunités qui les attendent à la fin de leurs études, entre autres l'entrepreneuriat. Après 3 jours de réflexion, d'édification et d'orientation, quel est le bilan global des assises de la première édition du Salon national de l'étudiant initié par le ministère de l'Enseignement supérieur? Des réponses dans ce reportage signé Ruth Matsanga. 3 discours ont marqué cette cérémonie de clôture. Celui du ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Mungiama Daouda, qui se félicite de cette initiative qu'il considère comme un élément complémentaire de l'action gouvernementale au regard des impératifs qui imposent l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Au terme des outils que vous avez eus, nous avons insisté sur la nécessité de faire la différence entre l'orientation à proprement parler, l'orientation vers les études longues supérieures, générales ou techniques, mais la plupart du temps, l'offre se limite, en tout cas elle est plus importante pour l'enseignement supérieur général. Mais nous commençons à réparer cette dissymétrie-là, à corriger cette dissymétrie, parce qu'on dit souvent qu'on n'a pas construit de nouvelles universités. C'est partiellement vrai, mais je n'ai eu de cesse de rappeler que dans les 3 centres de formation professionnelle qui sont en réalité des campus professionnels, il y a de l'enseignement supérieur. En Coq, à Tchengue, à Vengue, il y a de l'enseignement supérieur. Ce sont des campus professionnels avec les différents ordres d'enseignement. Prenant la parole à son tour, le représentant des étudiants a exprimé toute sa reconnaissance à l'égard du pouvoir public, tout en inscrivant dans la nouvelle dynamique suggérée par le marché de l'emploi. C'est donc l'occasion de remercier et de féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, particulièrement Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de la communauté étudiante, recevez nos remerciements. En effet, à travers ce salon, nous avons compris que nous ne devons pas poursuivre les études avec pour unique finalité l'obtention d'un diplôme, mais également pour accueillir des compétences, parce que dans un monde de plus en plus compétitif aujourd'hui, les compétences et les aptitudes sont le plus important. Quant aux organisateurs, ce salon de l'étudiant aura été un véritable succès.
Le rapport final dégage les éléments probants des réussites exceptionnelles. Dire qu'au terme de ces travaux, on peut considérer que cette première édition du Salon national des étudiants a été un franc succès qui se traduit par les quelques chiffres qui suivent. 58 stands ont été érigés et qui ont vu la participation de la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur publics et privés du Gabon. Il y a eu 140 étudiants qui ont été suivis par les conseillers d'orientation psychologue. Nous avons eu 20 panélistes qui ont participé donc aux différents travaux dans les 5 panels qui ont été mis en place pendant ces travaux. Et enfin, en moyenne, 300 participants par jour pour ce Salon national des étudiants. Il appartient désormais aux étudiants, aux élèves, aux responsables des formations et aux entreprises d'éprouver l'efficacité de cette plateforme sur la vitalité du marché du travail, qui en est la finalité. Sur un tout autre plan, nous parlons du point de presse organisé par Bélange Ovono-Mezué et ses amis exilés. L'objectif de cette rencontre, la recherche d'un climat apaisé entre la diaspora gabonaise et les plus hautes autorités du pays. Le compte-rendu d'Alexandre Mbaondo. Mettre un terme à l'activisme de division à travers les réseaux sociaux et prendre une part active au processus de développement du Gabon, voilà le leitmotiv de Bélange Ovono-Mezué et ses amis de la diaspora qui souhaitent une réconciliation entre le pouvoir en place et les Gabonais exilés. Nous avons remarqué que durant les 2 derniers mandats du chef de l'État, la diaspora est restée dans les cris sur Internet, la diaspora est restée dans le Trocadéro, mais nous n'avons pas pris le temps de nous mettre en collectif, vu que nous sommes très écoutés, mais de négocier avec les autorités gabonaises. Une recherche du consensus qui obéit à une méthodologie bien précise. Justement, le travail a commencé depuis quelques jours à Angers. Nous avons commencé avec les ressortissants du département du Wolo, mais c'est un mouvement qui va s'étendre à toute la diaspora. Donc, toute la France, nous allons avoir des cellules dans toute la France, quasiment, pour expliquer le même processus, les mêmes objectifs. Une initiative a priori soutenue par la notabilité. La politique, en politique, la chaise vide ne paye pas. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de temps depuis 2016. Parce qu'en 2016, si vraiment les 2 partis s'étaient assis pour essayer de régler les problèmes du pays, la situation que nous connaissons aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle allait être celle-là. Et pour ce qui est du risque que ce mouvement soit récupéré, le conférencier se veut rassurant. Ce que nous faisons, c'est un objectif patriotique. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou avec le régime en place. On se sent coupable et c'est pour ça qu'il a fallu que ce mouvement naisse quelque part. On se sent coupable, on se dit, on est très écouté sur les réseaux sociaux, mais on ne participe pas en vrai. À titre de rappel, depuis les élections contestées de 2009, il existe une rupture entre les autorités gabonaises et une certaine diaspora. Après le dialogue national avec la classe politique, la recherche d'un consensus avec la diaspora gabonaise pourrait être la seconde étape vers des élections apaisées. Et puis au cours de cette rencontre, Bélange Ovono a invité ses frères et sœurs de la diaspora à la culture de la paix et du consensus. Selon lui, ces derniers temps, pour ces intelligences exilées, il est temps de participer au développement du Gabon. Les propos recueillis par Maya Medza. Une diaspora qui crie, une diaspora qui se met sur les réseaux sociaux sans se mettre en collectif pour dialoguer et discuter avec le pouvoir ne peut trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, nous nous mettons ensemble pour pouvoir discuter avec les autorités des problèmes des populations. Voilà un tout petit peu le rendu que je suis venu faire. Et il s'agit aussi de contacter les populations parce que nous avons nos papas, nos mamans qui nous envoient en Europe. Il y aura une sensibilisation là-dessus qui fera en sorte que chacun essaie d'appeler son enfant pour dire que nous ne sommes pas en guerre avec les autorités, mais plutôt nous devons nous mettre en plateforme pour négocier avec nos autorités parce que si nous faisons la tête aux autorités, nous n'obtiendrons jamais rien. Et si nous négocions,
Comme on nous l'apprend, dans une négociation, on ne peut pas tout obtenir, mais nous aurons quand même pas mal de choses. C'est le but de ma visite à Libreville et à Oyem. Nous poursuivons cette édition d'information avec l'actualité en bref. Au Cameroun, depuis le 24 avril 2023, des consommateurs mettent leur téléphone mobile sur mode avion chaque jour entre 12h et 14h en guise de protestation. L'objectif est de pousser les opérateurs à baisser les coûts pratiqués et améliorer la qualité des services. En République démocratique du Congo, le général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, a déposé sa démission hier. Le Kenya est très critiqué par Kinshasa, qui l'accuse d'un certain laxisme vis-à-vis du mouvement M23. Dans sa lettre de démission, l'officier estime qu'il est victime d'une campagne de diabolisation. En Afrique du Sud, le salon Comic-Con Cape Town ouvre ses portes aux nombreux fans de cosplayers en mettant en lumière une super-héroïne sud-africaine. Captain Soft Africa de Bill Masuku se démarque et retient toutes les attentions. Le récit d'Aïcha Akwe. Après Captain America, voici un équivalent féminin non violent, Captain South Africa. Imaginé en 2018 par Bill Masuku, c'est une super-héroïne noire aux cheveux naturels crépus. Le festival Comic-Con Cape Town, qui est le centre d'attraction pour ces amoureux de cosplay, est l'occasion de découvrir cette bande dessinée qui valorise une héroïne à la peau noire. Je pense que ça fait vraiment longtemps que l'on attend ça. Nous avons une si grande communauté ici qui est passée inaperçue pendant des années. Puis lorsque le Comic-Con est arrivé pour la première fois à Jobo, je pense que c'était comme la première prise de conscience de l'étendue de la communauté ici. Mais qui est réellement Captain South Africa? C'est une super-héroïne politique, non violente. Le super-héroïsme est par nature violent. Mais dans ce cadre, j'ai été inspiré par les gens avec qui je suis allé à l'université. Par cette protestation et mouvement qui demandent un changement politique qui n'incitait pas à la violence, et par les femmes qui m'inspiraient, j'ai dû raconter leur histoire d'une manière que je connaissais à travers les bandes dessinées. 10 tomes et près de 5000 exemplaires plus tard, Captain South Africa s'inscrit dans un genre naissant, fièrement africain. Bill Masuku en est convaincu, Captain South Africa pourrait devenir un tremplin pour de jeunes auteurs et illustrateurs du continent. À Mayotte, un rassemblement contre l'opération Wambushu a eu lieu aujourd'hui à la place de droits de l'homme de Saint-Denis. Cette opération d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière et de destruction de bidonvilles a permis aux pères aux mères de manifester leur ras-le-bol. Retrouvons le récit de Maya Meza. Des dizaines de personnes venues de toute l'île dénoncent cette opération Wambushu sur le parvis des droits de l'homme à Saint-Denis. Échanger, réagir aux événements de ce mouvement à Mayotte était le but de ce rassemblement qui a permis à ces pères et mères de famille de s'épauler dans un premier temps, mais aussi pour signifier à l'État la nécessité d'une action forte. Nous, ce que nous a fait venir ici, c'est d'abord de porter notre soutien à cette opération Wambushu. Mais beaucoup plus que cela, c'est d'abord aussi faire revenir l'unité mahoraise, la solidarité mahoraise. Rappeler aussi l'histoire de Mayotte, qui nous sommes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés ici. Et donc, revenir un petit peu en arrière, demander à tout à chacun aussi de prendre sa responsabilité. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés à Longoni pour détruire les habitations illégales. Plusieurs collectifs de citoyens sont restés mobilisés au stade de Chirongi pour dénoncer la destruction des bidonvilles dans cette partie de la région. Nous vivons en prison chez nous. Nos maisons sont devenues des prisons. Nous vivons barricadés. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école tranquillement. Le matin, quand les enfants partent à l'école, on a la peur au ventre. On a peur que les enfants viennent avec un bras en moins, un œil en moins. C'est invivable. Comprenez-nous. Ce qu'on demande, c'est juste être en paix et vivre tranquillement.
On a voulu être français pour vivre libre. Ces Mahorais souhaitent aussi faire passer un message aux autorités, sachant que jusqu'alors, les concours de l'opération sont encore flous. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement. Quelles que soient les conséquences de ce mouvement, les Mahorais sont derrière et les Mahorais soutiendront. Les Mahorais ne lâcheront pas. Et quels que soient les résultats, nous savons que détruire ces bangas, nous savons que arrêter ces délinquants, nous savons que mettre de l'ordre sur ce territoire, ce n'est pas une mission de 2 mois, c'est une mission à la longue. Mais pendant les 2 mois, on ose. On bouge en Chimaoré. Les populations mahoraises se sentent toujours rejetées par les Français, sachant qu'elles ont demandé à devenir un département français pour être bien. Aujourd'hui, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas toujours libres. Célébration hier en France de la journée de la 75e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Occasion pour le président français Emmanuel Macron de rendre un hommage particulier à Toussaint Louverture, un esclave affranchi devenu général. Retrouvons le récit d'Alexandre Baumdo. Le 75e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France a constitué une opportunité pour le chef de l'État français Emmanuel Macron pour rendre hommage à l'esclave affranchi devenu général Toussaint Louverture au château de Joux. Ce jeudi, le président français est entré dans une géole glaciale en montagne où Toussaint Louverture est mort il y a 220 ans après avoir été piégé, enlevé et amené secrètement en France métropolitaine. Emmanuel Macron rend ainsi hommage aux héros de la Révolution haïtienne, une première pour un chef d'État français, une date qui correspond également au bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture survenue le 7 avril 1803. Le militaire avait connu la première abolition de l'esclavage en 1794, mais pas la seconde en 1848. Né esclave dans l'ancienne colonie française, alors appelée Saint-Domingue, Toussaint Louverture a été honoré par Emmanuel Macron pour sa participation à une révolution inspirée des Lumières. Nous quittons l'actualité internationale pour parler sport à présent avec le match en retard de la 14e journée du National Foot. La rencontre opposait le Saint-Ombéry sportif à l'US Bitam. Score final de cette rencontre, 1-0 en faveur du Saint-Ombéry sportif. Le match s'est déroulé au stade Modédan de Siban. Des précisions avec Herman Malaga. Saint-Ombéry sportif, Union sportive de Bitam, l'une des affiches des matchs en retard de la 14e journée du National Foot 1, le mercredi 26 avril dernier. Si les rencontres entre l'Ozo Sport Manga Sport et Bouangidi Sport AS Pélican ont été également reportées, le duel Saint-Ombéry sportif et Union sportive de Bitam a tenu toutes ses promesses au stade Monédan de Siban. L'AOCMS s'est imposé 1-0 face à l'USB. Une bonne opération pour l'AOCMS qui fait une belle remontée au classement. A l'inverse, cette 9e défaite pour le club de Bitam ressemble à une véritable descente aux enfers au regard des résultats qui contrastent avec les objectifs fixés par les dirigeants de ce club. Au classement, à l'issue de cette journée, le trio de tête est tenu par le leader, CS Benje, suivi de Manga Sport et du Saint-Ombéry sportif, avec 27 points chacun. L'Union sportive de Bitam pointe à la 9e place avec 18 points et la SDKaki 10e avec 15 points. L'Union sportive d'Oyem et le Zosport sont lanternes rouges avec respectivement 9 et 7 points et au total 30 et 29 buts encaissés en 14 matchs joués. Avec les matchs en retard et les prochaines journées de championnat, la course au titre et aux compétitions continentales annonce une suite de championnats intéressante. Point final à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Demain, Maya Meza pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.